La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 3 avril 2024, il s'appelle ce matin, après Pâques, un truc qui cloche. Les débuts de trimestre sont toujours source d'interrogation en bourse, et après un début d'année tout feu tout flamme, le doute s'immisce dans l'esprit des investisseurs. Il coïncide avec le petit creux qui sépare la saison des résultats annuels de celle des résultats du premier trimestre du nouvel exercice, et il coïncide aussi avec le retour de la spéculation sur les taux, c'est de cela que nous allons parler ce matin. La reprise post-week-end de Pâques a donc été un petit peu douloureuse pour les marchés actions européens, ils ont été embarqués sur la mauvaise pente prise par Wall Street. La cote américaine a succombé à un empilage de signaux adverses qui, ensemble, ont tiré le Nasdaq 100 et le Dow Jones en baisse de 1% pendant que le S&P 500 rendait 0,7%. Dans ce contexte, un seul secteur a véritablement tiré son épingle du jeu, c'est l'énergie grâce à la remontée du pétrole dont je vais parler un petit peu après. Quant à la grosse gamelle de la séance, elle était pour le secteur de l'assurance santé. Les investisseurs espéraient en effet une hausse des taux de remboursement du programme Medicare Advantage, mais Washington les a maintenus inchangés. Du coup, United Health, Molina et CVS Health ont perdu 6 à 7%, pendant que Humana coulait de 13%. Le secteur pèse très lourd sur la cote américaine, il a donc perdu quelques dizaines de milliards de capitalisation dans la seule journée d'hier. L'autre victime emblématique de la séance, c'est Tesla et sa baisse de 5%. Le constructeur américain est en train de perdre le fil de sa success story après avoir annoncé une nette baisse de ses livraisons au premier trimestre 2024. Alors c'est une baisse qui s'explique en partie par des causes exogènes, notamment les désordres en mer Rouge, la coupure électrique à l'usine de Berlin ou la modernisation de l'outil de production en Californie, mais cette baisse s'explique aussi par la concurrence accrue dans un secteur des véhicules électriques qui subit un retour de manivelle, si je puis dire, de la part des consommateurs. N'oubliez pas aussi que Tesla a lancé une guerre des prix féroce dans la spécialité, et en théorie, baisse des prix égale hausse des volumes. Et si ce n'est pas le cas, ça peut vite partir en vrille, en quenouille, en sucette ou en cacahuète, ou les quatre à la fois pour éviter de citer une expression qui rime aussi avec quenouille. Et à ces petites contrariétés du jour à Wall Street est venu s'ajouter l'inépuisable débat sur la trajectoire de la politique monétaire, car si les investisseurs n'ont pas renoncé à une première baisse de taux de la Fed en juin, je crois que j'ai dit cette phrase à peu près 117 fois depuis le 1er janvier, la certitude reste extrêmement forte. Le marché obligataire, en faisant remonter hier les rendements des obligations d'État américaines sur leur niveau de novembre dernier, dit « faudrait voir quand même à pas trop s'emballer ». Ceci dit, et comme souvent, les contrats à terme tardent à répliquer cette tension sur le marché des obligations puisque les probabilités d'une baisse de taux en juin sont toujours autour de 60%. Et ces contrats à terme, eux, nous disent c'est encore ce gros empoté de marché obligataire qui nous fait une petite crise, mais il va finir par se calmer comme d'habitude. Qui vivra verra, mais on risque d'avoir quand même un petit souci si le rendement de la dette à 10 ans reste perché au-dessus de 4,3% durablement, comme l'explique régulièrement mon collègue Yves Sanker qui est versé dans les arcanes totesques. Alors note pour les bacheliers, le mot totesque n'existe pas, mais il est quand même assez marrant. D'ailleurs, je crois qu'il n'existe pas d'adjectif pour taux. Si quelqu'un en connaît un, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ce qu'il faut retenir, c'est que la confusion qui règne sur la trajectoire des taux de la Banque centrale américaine est probablement favorisée par la divergence de ton entre les deux plus importants personnages de l'institution, d'un côté le président Jérôme Powell et de l'autre le gouverneur Christopher Waller. La semaine dernière, l'allocution du premier est apparue assez accommodante, vous le savez maintenant on dit dovish, alors que celle du second était beaucoup plus ferme. Les divergences d'opinion se multiplient donc à la Fed en ce moment et pour 3 raisons. Et là je précise tout de suite que c'est Bank of America qui m'a servi ces 3 raisons sur un plateau et pas mon cerveau, ce qui leur donne beaucoup plus de poids. Alors attention, c'est un petit peu technique. Première raison, il n'y a pas de consensus au sein de la Banque centrale américaine sur la question de savoir si la vigueur de l'économie est due à l'offre, qui est un facteur désinflationniste, ou à la demande, qui est un facteur inflationniste. Seconde raison, il n'y a pas de consensus non plus sur la façon de respecter le double mandat. Le double mandat de la Fed, je vous rappelle que c'est maximiser l'emploi et stabiliser les prix. En gros, il y a débat entre l'intérêt de laisser les taux élevés au risque de dégrader le marché du travail ou à l'inverse de baisser les taux au risque de faire remonter les prix. Enfin, troisième raison et qui est très intéressante, il y a un risque de timing qui est presque un risque tactique. En effet, la base de comparaison de l'inflation est favorable jusqu'en mai et se dégrade ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que si la Fed rate le créneau de juin, elle pourrait ne plus avoir les conditions adéquates pour réaliser sa première baisse de taux avant plusieurs mois. Bank of America est clairement dans le camp de Powell et pas dans celui de Waller sur ce coup.
La banque d'investissement prévoit toujours 3 baisses de taux cette année, dont la première au mois de juin. Jérôme Powell aura l'occasion de peaufiner le message qu'il veut faire passer lors d'un discours qui est prévu ce soir autour de 18h. Ce sera donc post-clôture européenne. On va changer un petit peu de sujet. Il s'est passé pas mal de choses sur le front macro-économico-géopolitique depuis hier. La tension est montée de 2 crans au Proche-Orient après les frappes israéliennes. La première était volontaire puisqu'elle visait un consulat iranien en Syrie. La seconde a provoqué un tollé dans les chancelleries et jusqu'à Washington puisqu'elle a selon toute probabilité frappé par erreur des véhicules en tuant plusieurs humanitaires. La hausse des cours pétroliers fait partie des effets collatéraux de ce regain de tension avec un baril de Brent qui flirte à nouveau avec les $90 au plus haut depuis octobre dernier. Vous noterez que par ricochet, la hausse du pétrole est une mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation. On y revient une fois de plus. L'OPEP+ se réunit aujourd'hui pour trancher sur la confirmation probable des réductions de production décidées précédemment et les États-Unis publieront l'état de leur stock pétrolier. On reste dans le domaine de l'or noir donc aujourd'hui. Les marchés financiers gardent aussi un œil sur Taïwan qui a subi le séisme le plus violent des 25 dernières années, pas vraiment par intérêt humanitaire mais plutôt parce que l'île est l'atelier des semi-conducteurs du monde, notamment via le géant Taiwan Semiconductor. Par ailleurs, Xi Jinping et Joe Biden se sont entretenus par téléphone hier, leur premier dialogue depuis une rencontre en Californie en novembre dernier. Ils ont manifestement parlé d'intelligence artificielle, de TikTok, de la Russie et du fentanyl. Chine toujours avec un indice PMI des services Caixin légèrement supérieur aux attentes au mois de mars, qui n'a toutefois pas tellement déridé les investisseurs ce matin. D'ailleurs, c'est visible sur les marchés d'Asie-Pacifique où seule l'Inde surnage dans la région. Le Japon perd 0,7%, la Chine continentale 0,3%, Hong Kong 1% et Taïwan 0,6%. Les replis les plus marqués sont pour la Corée du Sud et pour l'Australie qui abandonnent environ 1,3%. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils font encore plutôt grise mine ce matin malgré la baisse de la veille. On enchaîne sur l'actu des sociétés, il y a encore pas mal de résultats de valeur moyenne en France depuis hier soir. Argan, Boiron, Delta+, Erige, Synergie, Bilendi, Crossject, Lacroix, Delfingen, Aelis ou encore Solution 30. Par ailleurs, Thales a finalisé l'acquisition de Cobham Aerospace, la CMA-CGM rejoint Renault et Volvo comme membres fondateurs de Flexis qui est la co-entreprise de fourgons électriques des 3 entreprises. Kering a nommé Mélanie Flouquet, sa directrice de la stratégie, et Armelle Poulou, sa directrice financière, comme membres de son comité exécutif. Total Energy et Sinopec s'associent dans les carburants aériens durables. Eurofins a acquis le spécialiste des analyses de dialyse rénale Ascend Clinica et Virbac a finalisé le rachat de la société japonaise Sasae. Je sais pas si ça se prononce comme ça. GTT a obtenu 2 approbations de principe pour les opérations de transfert de cargaison entre éthaniers de grande capacité. Nexity a finalisé la cession de sa branche ADB, notamment le syndic, à Bridgepoint pour 440 millions d'euros de valeur d'entreprise et 400 millions d'euros de produits de cession. TKO Capital Advisors, le holding de TKO Capital, monte de 53 à 55,79% du capital de la société. Nanobiotics a achevé le segment d'escalade de dose de l'étude de phase 1 qui cible le cancer du poumon non à petites cellules et les conditions suspensives relatives à l'acquisition de Groupe Parrot par NDK ont été levées. Calray lance une carte d'accélération ciblant les marchés des applications de vision intelligente et d'indexation de données. La FDA accorde la désignation Fast Track à Nox A12 de TME Pharma dans le cancer du cerveau. Monaki annonce l'ouverture d'un premier centre en Italie pour l'utilisation du Cellvisio. Et pour terminer, Cybergun lève 0,2 millions d'euros dans le cadre de son programme d'equitisation. Dans le reste du monde, en Europe d'abord, Siemens dément les rumeurs sur une offre potentielle pour Renishaw. Clariant a finalisé l'acquisition du fabricant canadien d'ingrédients et de cosmétiques Lucas Meyer auprès d'IFF pour 810 millions de dollars. Sika rachète le fabricant de systèmes polymères Quick Bond Polymers. Genmab s'offre Profound Bio pour 1,8 milliard de dollars et le détaillant allemand de produits de luxe en ligne Mytheresa pourrait faire une offre sur INAP, la filiale de compagnie financière Richemont selon Bloomberg. Le conseil d'administration de ThyssenKrupp Steel se réunira la semaine prochaine alors qu'un remaniement majeur se dessine selon plusieurs sources citées par Reuters. Meyer Burger a levé 207 millions de francs lors d'une augmentation de capital. Swiss Re a nommé Andreas Berger au poste de CEO à partir de juillet et Renewi ouvre un centre de tri de plastique dur aux Pays-Bas. Du côté des États-Unis, General Electric a achevé sa scission en 3 sociétés. La santé était déjà cotée, elle est rejointe par GE Aerospace et GE Vernova, respectivement dans l'aéronautique et dans l'énergie.
Intel s'attend à une nouvelle dégradation de la rentabilité de son activité de fabrication de puces électroniques, c'est-à-dire sa division fonderie cette année. Chez Walt Disney, on a acquis un soutien suffisant des actionnaires pour écarter l'investisseur activiste Trian de Nelson Peltz. Silver Lake va sortir Endeavor Group de la cote pour 27,5 $ par action et le syndicat des métallurgistes américains d'US Steel rejette les engagements de Nippon Steel en les qualifiant de paquets de promesses vides. Du côté du Washington Post, on affirme qu'un rapport fédéral à charge vise les manquements de Microsoft lors d'un piratage ciblé de la Chine sur des courriels de hauts fonctionnaires du gouvernement l'année dernière. Les ventes du T1 de General Motors aux États-Unis reculent mais dépassent celles de Toyota et Honeywell envisagerait de vendre son unité d'équipement de protection Covid qui est valorisée 2 milliards de dollars selon Bloomberg. On termine avec l'Asie-Pacifique où Xiaomi a commencé à livrer la première des 100 000 voitures électriques qui lui ont été commandées et China Vanke, le promoteur, prévoit d'intenter une action en justice contre Yantai Beirun Real Estate qui a accusé le géant de l'immobilier de frauder le fisc. Du côté de l'agenda des publications du jour, on n'a pas grand chose. En Chine, on a Kuaishou Mutei, aux États-Unis, on a Levis et on a Montana Aerospace en Suisse. Voilà, le point de marché du jour est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.